sur la question de l'expertise qui est posée par la première intervention sur des questions liées au développement durable. Moi, je dirais même sur des questions vives liées au développement durable. Le dernier exposé est une illustration extraordinaire, me semble-t-il, d'une expertise qui s'appuie sur des données scientifiques, de type économique, au sens très strict en quelque sorte, et il n'y a pas de discussion possible. Comment ? Voilà ce qu'une expertise de ce genre, dans un débat par exemple citoyen, un expert qui s'appuierait là-dessus en disant voilà, on s'appuie sur des calculs mathématiques, etc. Et voilà ce que ça donne. Premier type d'expertise, qui est une expertise qui est remise en cause, me semble-t-il, dans le premier exposé, où il y a des expertises qui s'appuient certes sur des sciences de type économique, écologique, etc., et qui en plus montrent ou peuvent montrer qu'il n'y a pas qu'une seule rationalité et qu'une seule possibilité de choix. Mais on peut aussi imaginer, sur des questions qui sont des questions, on l'appelle vives, c'est-à-dire qui donnent lieu à débat dans les sciences et dans la société, qu'il y ait aussi des expertises de type social. C'est-à-dire que c'est des questions de l'eau, par exemple, puisque, j'ai pris l'exemple de l'eau, on a travaillé avec des associations sur ces questions-là également, des débats d'expertise, où vous avez également, par exemple, des ménagères qui s'appuient sur leur expertise pratique de ménagères pour donner des rationalités, faire preuve de rationalité et faire des propositions. À ce moment-là, on peut imaginer, à condition qu'on soit d'un débat de type habermasien, où on s'écoute, etc., et où il y ait donc des échanges, qu'on puisse aboutir à des co-constructions de connaissances qui permettent des véritables débats et ensuite des décisions individuelles et collectives. Vous souhaitez répondre ? Tu veux répondre peut-être micro ? Non, pas. Je n'ai pas de questions. Je vais pas répondre. Bonjour, aujourd'hui de l'Université de Reims. Moi, j'ai aussi une question sur l'intervention du collègue sur quelle institution pour allouer efficacement des efforts de dépollution d'une rivière. J'ai du mal aussi à voir la portée empirique d'un modèle dont une des bases, malgré la difficulté à lire ce modèle, mais je vais essayer de passer outre, d'un modèle où il est question en fait d'unanimité des préférences pour permettre en fait de traiter la question. Autrement dit, d'un modèle où il est question littéralement du point de vue théorique, d'entrée de jeu, d'escamoter le problème même de l'agrégation des préférences entre des juridictions différentes, qui finalement ne le sont plus, puisqu'elles sont identiques. Ce qui, à mon sens, renvoie aux impasses signalées par Samuelson dans les années 40, 50, sur le fait qu'il n'y a pas de procédure individualisée d'allocation des ressources en présence de biens collectifs, car la structure du modèle est celle du traitement d'un bien collectif, de financement d'un bien collectif. C'est la même chose. Je ne vois pas en quoi la référence à Lindahl, par exemple, à la solution dite de Lindahl, est une réponse au problème théorique signalé par Samuelson lui-même, à savoir qu'il y a un problème d'information qui est indépassable et il n'y a aucune procédure qui permette d'inciter les agents à révéler leurs préférences, sauf donc en escamotant le problème et en disant ils sont identiques. J'ai pas dit qu'ils étaient identiques. Unanime. Ils sont d'accord sur le programme de réduction que mon mécanisme met en place. À l'origine, ils ne sont pas identiques du tout. Ils ont des préférences hétéroclites. Mais ils sont d'accord. Ils sont d'accord par la mise en œuvre du mécanisme et des incitations. Après, il y a toujours des limites, c'est un modèle économique. Si j'étais obligé de simplifier la réalité, ça c'est sûr. Mais ça peut permettre quand même une aide à la décision des institutions publiques. Bon, juste peut-être pour dire simplement que quand on modélise, on est obligé de faire des simplifications, que ce soit en économie ou ailleurs d'ailleurs. Donc, je ne défends pas, je ne prends pas parti, mais j'essaie simplement de mettre un peu en perspective la question. Et cela dit, on peut introduire dans ce genre d'approche, enfin je ne sais pas s'il y a eu... Alors, je me permets de prendre la parole, c'est
le privilège d'avoir à présider cette session, mais est-ce qu'il y a eu déjà ou des pistes d'application de ce genre de travail? Parce que ces questions de partage des coûts sur des estuaires où il y a des pollutions, enfin en Gironde, on en sait aussi quelque chose. Enfin, on est en train un petit peu de travailler sur des aspects... Justement, le point de départ, c'est justement un débat public concernant la rénovation d'une station d'épuration à Archer, c'est-à-dire quel investissement mettre en œuvre justement pour la rénovation de cette station d'épuration. Donc ça, c'était le point de départ, et j'essaye justement d'apporter une réponse. Là, sous l'angle des jeux non coopératifs, j'essaye également sous l'angle des jeux coopératifs, donc avec l'idée d'une table ronde entre les différents acteurs qui s'entendent sur justement l'investissement, la contribution de chacun, etc. Donc il y a plusieurs approches différentes et voilà. Concrètement, ça s'appuie sur des enquêtes, parce que les disponibilités à payer qui sont dans le modèle, elles peuvent avoir du sens concrètement. Enfin, est-ce que ça a été jusque-là ou pas? Non, pas encore. D'accord. Ok. C'est l'objectif sûr. Moi, j'avais juste une question sur pourquoi poser comme hypothèse une stratégie non coopérative entre les différentes institutions. C'est pas entre les différentes institutions, c'est les juridictions, les villes. Voilà, entre les juridictions. C'est parce qu'on considère classiquement en économie que les agents sont égoïstes. Et qu'ils ont des œillères et qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils ne vont pas penser que leur comportement va avoir une influence sur le bien-être des autres. Et qu'en fait, les autres seraient prêts à les aider, à contribuer à leur effort de réduction des rejets, sachant qu'ils vont en profiter. Donc en fait, sans intervention publique, chacun va agir de son côté. Et on aboutit à une situation sous-optimale. Ça, c'est qu'une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse, oui. Il y a quelqu'un là, tout à fait qui arrive. Non. Ah, bon, tant pis. Merci. J'ai une petite remarque à l'attention de Ghislaine à propos de l'écologie industrielle. Et je parle sous le contrôle de mon ami Arnaud qui a déjà publié un article là-dessus. Je constate qu'on a toujours un problème de positionnement des travaux en écologie industrielle quand on s'amuse à ce genre d'exercice de classification ou de catégorisation des transferts. Je sais aussi que Franck-Dominique Vivien est dans la salle et qu'il a aussi écrit un article sur l'écologie industrielle et qu'il est relativement critique par rapport à ça. Visiblement, il y a pas mal de travaux qui ont été faits, plus ou moins récents, et il n'y aurait pas homogénéité dans les travaux sur l'écologie industrielle, c'est-à-dire qu'il y a une thèse qui se fait actuellement à Grenoble là-dessus, c'est qu'il y aurait quand même une partition possible entre des gens qui se situent en durabilité faible, et je pense notamment à Allenby, Cooper et Ackman, et des gens qui se situent en durabilité forte, et là je pense plutôt à Ehrenfeld, c'est-à-dire que on a des travaux maintenant qui sont suffisamment nourris pour que les postulats soient différents et pour que les façons de faire de l'écologie industrielle soient différentes. Et donc je pense que tu pourrais faire progresser ton positionnement de l'écologie industrielle, et notamment l'affiliation par rapport à l'économie écologique est pas toujours directe. Et certains comme Ehrenfeld sont peut-être plus à rapprocher des institutionnalistes ou des gens comme ça. Et voilà, on peut encore faire progresser le schmilblick et on aura l'occasion d'en parler. Merci. Donc il y avait une question là en haut, tout à l'heure, une personne. Bonsoir. Ce n'était pas tant une question, en fait, c'était par rapport à la dame de tout à l'heure, quand elle parlait d'une hypothèse de conciliation entre les parties. Dans par rapport à la dernière intervention. Moi, je voulais revenir là-dessus en disant que ce n'est pas une hypothèse, en fait. Parce que si on n'aboutit pas à une conciliation des parties, on arrive à une mutation du problème qui devient un peu plus grave, ou encore à une inefficacité de ce qu'on aura avancé
comme politique de gestion. Parce que il y a, par exemple, Olivier de Sardan, quand il étudie les politiques de développement, il demande l'implication de chaque partie. Si chaque partie ne se sent pas concernée dans la gestion du problème, on arrive à des... comme il disait tout à l'heure, l'homme est égoïste, donc chacun va essayer de tirer le problème de son côté et voir juste par rapport à ses attentes à lui et par rapport à la vision qu'il a du problème. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à une non-gestion du problème, puisque on va tous tourner autour du problème sans réussir à donner des réponses qui pourront amener à une bonne gestion du problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions de la salle ? Alors moi, j'ai peut-être 2 remarques sur les 2 papiers, les 2 premiers papiers et le 3e aussi, du coup. Sur le premier papier, vous avez très peu parlé des incertitudes scientifiques. Comment ces incertitudes-là peuvent poser problème justement à l'expertise dès lors que celle-ci interpelle une approche transdisciplinaire où il y a donc des écologues, des biologistes, des économistes, des sociologues, des juristes qui interviennent autour d'un problème avec un même objet commun, même objet scientifique, mais sur lequel on a des connaissances qui sont incomplètes et des savoirs qui ne sont pas stabilisés. Comment fait-on ? S'il y avait une solution. C'est vrai qu'on a souvent substitué l'idée de la collégialité de l'expertise. Mais la collégialité de l'expertise ramène souvent à des problèmes de hiérarchie des différentes expertises. Et je ne pense pas que la collégialité de l'expertise, qui a été mise comme une panacée à la prise de décision en termes de développement durable, soit réellement la solution. D'autant que la notion d'expert ramène au problème que nous sommes toujours, ou pratiquement toujours, sur des controverses. Donc c'est le statut même de l'expertise et la décision experte qui doit être remise en doute ou en cause. Effectivement, je pense qu'il faut associer tout ce qui est de l'ordre de l'éthique à cette collégialité de l'expertise. L'expertise n'est pas le mode de décision, à mon sens. Je ne suis pas sûr qu'Arnaud soit tout à fait d'accord avec moi, mais je profite de son absence pour donner une opinion purement personnelle. En tant qu'écologue, la majeure partie des sujets dont on a parlé sont, sur le plan de l'écologie, très rarement stabilisés. Donc nous sommes obligés de prendre des décisions dans un univers complètement incertain. Et donc nous sommes obligés à nous ramener à un certain nombre de principes, de précautions, préventions et autres. Je ne sais pas si cette réponse suffit. Non, ok, merci. Juste par rapport, et ça rejoint la remarque qui a été faite, sur la deuxième communication, dans le papier, on parle d'approche, de théorie, de champ, enfin bon, on voit bien qu'encore c'est pas stabilisé, là pour le coup, c'est savoir autour des différentes écoles donc qui questionnent la durabilité. Et moi, il me semblait aussi qu'il y avait des intersections, enfin bon, entre l'approche anthropique et le champ de l'économie écologique, faire ce découpage-là, donc... Enfin bon, après, voilà, tout dépend. C'est vrai que c'est toujours difficile de mettre des gens dans les oui, mais justement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, on arrive à remplir tout le champ. Donc, bon, moi, j'ai créé des boîtes pour essayer de donner des lignes d'analyse. Pour que les choses soient un petit peu plus claires, mais ça peut aussi permettre de bien identifier qu'est-ce qu'il y a de commun entre telle et telle approche. Et bon, après, c'est des cadres qu'on peut remettre en cause, qui sont forcément imparfaits. Mais bon, ce qui ressort quand même, c'est qu'en gros, on peut dire
tout et n'importe quoi. Il faut quand même être assez clair. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir justement pourquoi est-ce qu'on arrive à dire des choses aussi contradictoires. Et après, effectivement, chaque auteur a une petite différence et ce sera toujours difficile de le mettre vraiment dans une boîte et tous les auteurs sont à cheval. Voilà. D'accord. Bon, et dernière remarque ou question, c'est plutôt une question sur le dernier papier, là, donc comme ça je refais le tour. Donc Arnaud, tu n'étais pas là, mais on a déjà évoqué le premier papier. Concernant la nature de la pollution, est-ce que ce genre de modélisation peut s'appliquer à des pollutions diffuses? Enfin, là, autrement dit ici, quel type de pollution traite-t-on? Enfin, bon, parce que derrière le paramètre A, dans la première, enfin là c'est l'équation 5, je crois, non, c'est la première équation, l'équation 1, ce processus de diffusion, enfin, voilà, c'est pour savoir comment ça marche. C'est à la plupart des polluants, en fait, c'est pas vraiment précisé pour le moment. J'attends d'avoir des données justement pour pouvoir appliquer ce modèle et voir sur quel type de polluant je vais pouvoir l'appliquer. Non, parce qu'il faut bien être d'accord sur le fait, ou s'attacher à relier la cause et l'effet, quoi. Je veux dire, qui pollue, quel type de pollution est émise, donc, et savoir que c'est bien cet agent et pas tel autre qui est à l'origine. Ouais. D'accord. Ok, merci. Bon, mais écoutez, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions de la salle? Sinon, on va en rester là. Je vais remercier tous les participants donc à cette session et le public également. Merci. C'est justement